Merci beaucoup pour toutes les informations que vous nous avez données, à la fois sur tout ce qui est méthodologie au niveau des statistiques, les questions qui se posent, la décision qui suit, et surtout ce que vous faites, les challenges que vous avez indiqués. Pour moi, en tant que Banque centrale, quand vous avez touché le domaine de l'inflation, c'est des questions que nous nous posons beaucoup. Et également, je pense que pour ce qui est de 2017, c'est un challenge que nous attendons avec beaucoup d'intérêt et sur lequel, bien sûr, nous sommes partie prenante, une des parties prenantes avec le Haut Commissariat au Plan. Bien, je passe la parole à M. Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, des initiatives françaises dans la mesure du progrès social. Je vous en prie. Rabat, d'être des vôtres, de l'occasion aussi de développer la collaboration entre le HCP et l'INSEE, ce que nous matérialiserons demain par la signature d'une convention de cadre. Alors, ceci dit, j'ai la sensation un peu désagréable d'être le dernier obstacle entre vous et la fin d'une très longue demi-journée et la pause déjeuner. Alors, je vais essayer de rendre ça le moins désagréable possible, mais je conçois que vous puissiez trouver le temps un peu long. Et je vais vous présenter en fait ce qu'on a fait en France depuis quelques années, essentiellement en application des recommandations du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi. Bien que, pour tout vous dire, j'ai fait l'essentiel de ma carrière, non pas dans la production de statistiques, mais dans le conseil de politique économique, je vais essayer d'éviter de rentrer dans le débat de la responsabilité relative des statisticiens et des politiques dans l'articulation Better Statistics, Better Policies. Mais, enfin, si vous me titillez, peut-être que j'y viendrai quand même. Bon. On essaie d'appliquer de manière assez rigoureuse en fait les recommandations du rapport Stiglitz. Je vais peut-être tout de suite, pour ne pas vous prendre trop de temps, à la diapo suivante, pour vous montrer que l'INSEE a lancé un plan d'action dès 2009 avec essentiellement des améliorations dans la mesure de la qualité de vie et du bien-être. On était en retard et j'ai pu voir dans les brochures que vous aviez fait des choses tout à fait similaires au Maroc. La mesure des inégalités et aussi dans la dimension environnementale du développement durable, avec beaucoup d'investissements méthodologiques, des nouvelles enquêtes, une implication forte aussi, notamment dans les travaux de l'OCDE en matière de comptabilité nationale, j'y viendrai tout à l'heure. Je vais commencer par les indicateurs de bien-être et de qualité de vie. Donc on a cherché à mesurer la qualité de vie dans ses différentes dimensions. Santé, éducation, emploi, logement, environnement, sécurité, relation avec les proches, avec des mesures objectives mais aussi subjectives. Je ne crois pas qu'on ait posé des questions ouvertes comme vous les avez posées tout à l'heure, hein, c'est une différence, mais on va voir quand même qu'on a des résultats intéressants. Alors, pour ce faire, on a en 2010 ajouté dans le panel qu'on appelle SRCV, Statistiques sur les ressources et les conditions de vie. Donc c'est un panel quand même de 10 000 ménages qu'on suit durant 9 ans. Un certain nombre de questions, notamment subjectives. On leur demande aux ménages d'évaluer sur une échelle de 0 à 10 leur satisfaction, comment ils jugent la qualité de vie en général, et aussi le logement, l'emploi, le transport, etc., etc. On avait un questionnaire plus détaillé sur un échantillon plus restreint, et on a aussi fait une grosse enquête expérimentale, on essaiera de la reproduire quand les moyens nous le permettront, avec 10 000 individus, une enquête uniquement sur Internet, avec cette fois un vraiment gros questionnaire pour disposer des réponses individuelles sur l'ensemble des dimensions de la qualité de la vie. Alors, quelques résultats pour vous montrer ce que ça donne. Alors, bien sûr, l'importance des contraintes financières et des privations matérielles. Quand on est contraint financièrement, quand on doit se priver, on répond, le bien-être subjectif est mal noté. Mais en haut de la distribution, il y a d'autres facteurs qui jouent. Et ça rejoint d'ailleurs, me semble-t-il, l'analyse du dernier prix Nobel, Angus Deaton. On voit que ce qui peut jouer le plus, dès qu'on n'est plus sous l'empire de contraintes financières et de privations matérielles, c'est d'avoir des relations sociales, des liens familiaux, d'éviter le stress, et puis santé, conditions de logement et sécurité. Mais à un certain niveau, le revenu joue moins. On le voit d'ailleurs sur ce graphique. Vous voyez que sur le graphique au nord-ouest, en haut à gauche, vous avez en abscisse les déciles de niveau de vie.
et en ordonnée le niveau de satisfaction moyen, qui tourne autour de 7 en France, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs dans ces enquêtes. On voit bien que le premier décile décroche, il est à 6, que ça monte, hein, c'est quand même croissant avec l'amélioration du niveau de vie, mais que c'est moins croissant vers la fin. On voit aussi que la courbe en fonction de l'âge, c'est le graphique en haut à droite, est un peu subtil. On est très satisfait, très heureux jeune, ça se dégrade un peu dans la vie active, ça s'améliore au moment de la cessation d'activité, et puis ça se dégrade fortement avec le grand âge. En bas à gauche, vous voyez sans surprise qu'on a une meilleure qualité de vie quand on est en emploi ou étudiant que quand on est au chômage, ça c'est attendu. Et en bas à droite, c'est l'amélioration de la qualité de vie avec le diplôme. Plus on est diplômé, plus en moyenne évidemment, même si les différences ne sont pas notables, tout ça se joue en moyenne dans un mouchoir, entre 7 et un peu moins de 8, plus on se sent, ou on se dit heureux. On a développé l'analyse des inégalités sous de multiples formes. La première chose, c'est qu'on nous demande, nous, en France, et je vois bien que on en a parlé tout à l'heure à propos de la Tunisie, c'est Marion qui en a parlé, je crois, à propos de la Tunisie, on voit bien qu'il y a des demandes croissantes et des besoins croissants de désagrégation géographique. Alors, on a une longue expérience en France. Maintenant, on va le plus loin possible, car depuis cette année, on arrive à apparier les fichiers exhaustifs de l'administration fiscale et des caisses de sécurité sociale, et donc à pouvoir faire des comparaisons de niveau de vie et de mesures de taux de pauvreté à l'échelle communale et même à l'échelle infracommunale. Donc je ne suis pas sûr que ces demandes toujours de plus des réactions sont toujours légitimes, mais la demande sociale est forte et on essaie d'y répondre. On a aussi beaucoup amélioré l'analyse de la distribution des patrimoines. On avait une enquête patrimoine qui était réalisée quand on en avait les moyens. On s'est décidé à ce qu'elle soit triennale. On s'est décidé à améliorer la couverture des hauts patrimoines en les surreprésentant dans l'échantillon. Et on a aussi décidé que l'enquête serait panélisée de manière à pouvoir suivre les trajectoires d'accumulation des patrimoines pour les mêmes ménages au fil des années. Quand on regarde le bas de la distribution, c'est beaucoup moins la question du patrimoine qui va être importante pour nous que d'autres dimensions des conditions de vie. Et donc, on a fait un effort particulier pour les bas de distribution sur le mal logement. Alors, sur la qualité thermique des logements, pour essayer notamment d'identifier ce qui faisait qu'on pouvait être en précarité énergétique, avoir des dépenses très importantes en matière de chauffage. Et on a aussi fait une enquête assez expérimentale, difficile et coûteuse, mais très intéressante sur les sans-domicile. On apprend par exemple qu'un quart des sans-domicile en France occupent un emploi. Alors, sans-domicile fixe, ça ne veut pas forcément dire être dans la rue, ça ne veut pas avoir de domicile fixe. On a développé un certain nombre d'études pour mesurer la pauvreté en conditions de vie, en essayant de mesurer 9 privations sur restriction de consommation, logement, problème de trésorerie, contraintes budgétaires, etc. Et on se rend compte que 12% des personnes souffrent d'au moins 3 privations sur les 9 qu'on recense, et elles sont dites pauvres en conditions de vie, que ça affecte surtout les jeunes. Donc vous voyez qu'on fait un focus particulier pour regarder les inégalités sur ces conditions de vie. Un graphique, alors celui-là est classique, c'est l'évolution des déciles de niveau de vie sur moyenne période en France. C'est pas très spectaculaire parce que la France est un des pays qui se singularise par l'absence de creusement des inégalités dans la période récente. Donc on voit, la courbe la plus haute, c'est quand même le pointillé bleu. C'est la courbe qui sépare les 5% les plus riches des 95% en dessous. On voit bien qu'elle monte un peu plus vite jusqu'à 2011. Depuis, ça s'est un peu renversé. Que les courbes des déciles inférieurs, il y a eu un petit creusement des inégalités par le haut, mais vraiment faible au regard des autres pays. Peut-être plus original, le fait de pouvoir travailler en panel nous permet de regarder des sujets comme la persistance dans la pauvreté. Alors, cette courbe-là montre que, par exemple, 100% des personnes qui sont pauvres, si on prend toutes les personnes qui sont pauvres une année donnée, elles ont une chance sur 2 de le rester l'année suivante. Elles ont, par exemple, une chance sur 5 d'être pauvres 5 années consécutives.
Et on voit que d'ailleurs la courbe, c'est la courbe grise, on voit peut-être ainsi, vous la voyez mieux, moi à l'écran. On voit qu'elle décroît peu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la pauvreté est très persistante. Troisième gros chapitre de travaux réalisés à l'issue des recommandations Stiglitz-Sen-Fitoussi. Donc je rappelle, parce que c'est important que Stiglitz-Sen-Fitoussi, et c'est un débat qui revient rituellement en France et dans beaucoup de pays, sans ambiguïté, dit qu'il était chimérique de remplacer le PIB par un autre indicateur composite. En revanche, qu'il fallait le compléter, qu'il fallait développer des indicateurs complémentaires. Et que dans le cadre de la comptabilité nationale, en restant dans le cadre actuel de la comptabilité nationale, on pouvait faire des choses pour réconcilier le micro, l'observation individuelle des distributions et l'observation macroéconomique, en essayant de désagréger notamment les comptes des ménages, revenus, consommation, épargne, patrimoine, par grande catégorie de ménages. Ce qu'on a fait en France, on était, je crois, parmi les pays pionniers, ce qu'on a ensuite popularisé dans le cadre d'une task force pilotée par l'OCDE, par Martine Durand, et avec des publications intéressantes. Je vous passe celle-là. Vous voyez par exemple, alors regardez, les histogrammes montrent le taux d'épargne des ménages, et en abscisse, vous avez 5 quintiles, c'est-à-dire les 20% les plus pauvres à gauche et les 20% les plus riches à droite. Et on voit de quelle manière, il y a deux histogrammes parce qu'il y a deux concepts de taux d'épargne, je vous passe les complications méthodologiques. On voit sans ambiguïté combien le taux d'épargne est nul ou quasi nul en bas de la distribution et comment en fait la moyenne est tirée énormément par le haut par un taux d'épargne très élevé sur le quintile le mieux doté. On a aussi fait la même chose en regardant encore une fois par quintile de revenus, quelle est la répartition des actifs financiers, non financiers, des passifs, des patrimoines, du revenu, de l'épargne. Je ne vais pas tout vous commenter, mais le quintile le plus riche, c'est la couleur jaune, qui a à peine moins de 50% du patrimoine net des ménages en France. Donc les 20% les plus riches ont 50% du patrimoine. Et ils ont, une année donnée, les 3/4 de l'épargne. C'était conforme au graphique précédent, d'ailleurs, sur le taux d'épargne. Donc voilà, tout ça en restant dans le cadre cohérent de la comptabilité nationale, tout ceci s'agrège dans les comptes nationaux. Et on utilise à la fois l'information individuelle des enquêtes et la cohérence des comptes nationaux pour réaliser ceci. On ne le fait pas tous les ans, on le fait... mais c'est des choses assez structurelles qui bougent assez peu dans le temps. Plus anecdotique, mais quand même recommandé par la commission Stiglitz, etc., et le parti auditoire extra-sensible, je pense, on a voulu mettre un coup d'éclairage sur la valeur des activités domestiques qui sont réalisées au sein des ménages. Elles ne sont pas valorisées en comptabilité nationale, elles n'ont pas à l'être dans le PIB. Enfin, c'est quand même intéressant, sous certaines hypothèses, de regarder à quel pourcentage du PIB elle serait commensurable. Bon, on trouve un ordre de grandeur de 30% pour ce qui concerne en France, à partir des données de l'enquête emploi du temps. Et puis, dernier grand chapitre, l'interaction entre l'économie et l'environnement. Depuis longtemps, on avait en France une statistique nationale d'émissions de tonnes de CO2 du fait de la production sur le territoire national, du fait de la production. Et d'ailleurs, un chiffre qui est assez favorable, puisqu'il y a beaucoup d'électricité nucléaire en France, et donc la production est assez peu carbonée, on va dire. Et donc les émissions sur le territoire national, en 2012, c'est 7,3 tonnes de CO2 par personne, ce qui correspond, ce qui compare plutôt favorablement à des pays de développement similaires. Alors ce qu'on a fait, c'était aussi une recommandation de la même commission, c'était d'essayer d'estimer les émissions dues à la demande émanant du sol national. C'est en tenant compte aussi des émissions de CO2 liées aux importations. Et alors là, c'est beaucoup moins favorable. D'une part, parce que notre balance commerciale est un peu déficitaire, mais ça, c'est un peu de second ordre, surtout parce qu'on importe des productions industrielles dans des pays qui consomment beaucoup de carbone pour les produire. Et on voit que la
la demande, les émissions émanant de la demande, donc les émissions non pas sur les territoires nationaux, mais plutôt l'empreinte carbone globale, elle est plutôt de 10,5 tonnes par habitant, ce qui est quand même sensiblement plus que les 7,3 tonnes que je citais liées à la production. Et qui plus est, quand on regarde dans le temps, on se rend compte que l'empreinte, donc celle qui tient compte de l'ensemble de la demande et des importations, elle baisse plutôt moins que les émissions qui sans doute bénéficient, c'est l'effet pervers ou l'effet favorable de la crise de l'industrie sur le sol français. Voilà, alors on n'a pas tout fait, mais on a fait beaucoup, je crois. On n'est pas les seuls. J'ai vu dans les brochures que vous avez fait un certain nombre de choses aussi dans ce pays. Nous, les choses sur lesquelles on est en manque, et ça d'ailleurs répond à des préoccupations de nos Italiens. Enrico a parlé du capital social, effectivement. Là, le capital social, on a encore beaucoup à faire. Il y a dans un des 17 chapitres des nouveaux indicateurs, parle de la confiance aux institutions, de la gouvernance, etc. Ce n'est pas un sujet qui est traité dans la statistique publique. J'ai cru voir dans vos brochures que vous aviez posé dans une enquête jeune, je crois, des questions. Nous, je crois qu'on ne l'a jamais fait. Et je pense que c'est un sujet dont cette publique française doit s'emparer. On a toujours, je le disais, cette tendance, cette pression pour avoir toujours plus de désagrégation. J'espère qu'on est quand même au bout. Et le plus important pour moi, et je pense ce qui fait l'objet de plus de critiques à notre égard et qui sont justifiées, c'est les délais de publication en matière de taux de pauvreté, de dispersion des revenus et d'empreinte carbone. Alors, empreinte carbone pour des raisons méthodologiques que j'espère on va essayer de résoudre. Taux de pauvreté, dispersion des revenus, parce que, basiquement, on n'a pas d'enquête, et donc on fait toute la distribution des revenus, elle est estimée à partir des données administratives, des données fiscales, des données de sécurité sociale. C'est simplement quand on les a nettoyées, etc., apurées, qu'on peut calculer nos statistiques, d'où des délais de route importants. Et d'où, là, arrive la microsimulation. J'espère que d'ici la fin de l'année, on publiera quelque chose où on fera vieillir un échantillon de ménage en utilisant que des données agrégées. On a des données agrégées de salaire, d'évolution des minima sociaux, du chômage, etc. On fait vieillir les échantillons en tenant compte de ça et on regarde comment la distribution évolue. C'est un peu la quadrature du cercle. C'est de trouver de la distribution à partir d'indicateurs qui sont uniquement agrégés. J'espère bien qu'on va publier des travaux de recherche d'ici la fin de l'année. Alors, je reviens, j'en ai terminé, mais alors du coup, si j'ai encore une seconde, moi je crois vraiment, et c'est ce qu'a dit Mario qui me fait penser, je crois vraiment au fait que des statistiques et des benchmarks internationaux, comme on a pu en avoir avec PISA et PIAC, font bouger les politiques. Ça, c'est indubitable, c'est ce que Mario a dit. Avoir un tableau de bord avec de multiples indicateurs, comme effectivement Enrico nous a fait beaucoup de publicité sur cette initiative française, ça a été voté ce mois-ci, le gouvernement produira un rapport. À vrai dire, dans le rapport économique, social et financier qui est depuis de longue date en accompagnement à la loi de finances, il y a déjà à peu près tous les indicateurs qu'on peut imaginer. Donc c'est plus une question de packaging, à vrai dire. Moi j'attends de voir que les politiques s'en emparent. J'attends de voir que quelqu'un se dise, tiens, finalement, les liens sociaux, c'est un facteur important du bien-être. Que fait-on? Voilà, le jury est là-haut pour l'instant.